Salut. Chaque matin, comme tous les hommes, je me pose cette question. Que vais-je bien pouvoir me mettre aujourd'hui? Une fois de plus, maman n'a rien préparé. Non, sérieusement, c'est toujours toute une histoire. On se trouve super chic et dans le coup, alors qu'on est déjà complètement démodé. Donc pour ne plus être confronté à ce genre de problème, nous allons voir non seulement quelles sont les dernières tendances, mais aussi quel est l'avenir de la mode. Pour commencer, rien de tel que la Fashion Week de Berlin. Mais bien sûr, on n'y va pas comme ça. Il faut se donner un peu de mal. Alors, au boulot. Oui, je bosse. Ou plutôt, je fais bosser les autres. Parce qu'ici, au Corner Homme de la Fashion Week, on peut se faire chouchouter par des pros. Ça manque de volume. Il me manque aussi une tenue adéquate. Mais je suis sûr de trouver mon bonheur ici. Et avec un nœud papillon fait main, je vais effectuer un voyage dans le futur. L'avenir est au numérique et à la haute technologie. La Fashion Tech de Berlin présente des accessoires et des vêtements intelligents et connectés, comme ce blouson doté de cellules solaires. C'est pratique, on peut recharger son téléphone portable avec. La technologie doit être portative et ludique. Tout ce que crée la styliste berlinoise Lisa Lang est lumineux. Pour elle, mode et high-tech sont indissociables. Ce chapeau a été créé par Lisa. Comment as-tu trouvé cette brillante idée? Tout est parti d'une frustration. Je voulais quelque chose qui n'existait pas. De quoi avais-tu envie? De glamour, d'éclat? Et de technologie. Je voulais tout de suite et je ne le trouvais pas. Je suis allée voir un fabricant d'équipements électroniques. J'aimerais créer une collection de bijoux et il me faudrait une micro-puce avec une recharge sans fil. Quoi? Bon, donnez-moi les composants, on va le faire nous-mêmes. Tout faire soi-même, c'est la devise de nombreux stylistes ici. Veronika Aumann conçoit des textiles intelligents avec des ingénieurs. Je porte la tenue du futur. Explique-nous, ce blouson est doté d'un écran? Oui, c'est un écran textile. Enfin, un prototype. L'objectif est d'arriver à la fusion totale du vêtement et de l'écran haute définition. Donc à l'avenir, je n'aurai plus besoin que d'un seul blouson dont je pourrais changer la couleur avec une appli. Là, il fait gris, je vais porter un blouson gris. Maintenant, il y a du soleil, j'ai envie d'orange. Voilà. Il sera aussi possible de visionner ces photos. Il suffira d'augmenter la résolution. Et je pourrais consulter Facebook? Si tu veux, oui. À vrai dire, je ne veux pas consulter Facebook, je veux voir Europe sur le blouson. Non mais c'est génial! Regardez-moi ça! Europe, sur un blouson! Ce sera quoi la prochaine étape? Des vêtements qui nous pilotent? Anita Tillman doit le savoir, c'est la directrice de la Fashion Tech. N'y a-t-il pas un risque que de plus en plus de gens soient accros? On a déjà l'impression que tout devient de plus en plus technique. Est-ce que je vais bientôt devoir téléphoner avec ma veste? Il n'y a pas d'obligation. Simplement, c'est sympa de ne plus devoir tout le temps tenir son portable, d'avoir les mains libres et de pouvoir téléphoner à sa mère avec son col de veste. On peut appeler sa mère avec son col de veste? Oui. Il faut savoir que les circuits électriques sont très sensibles. Google a donc conçu des fils dans lesquels ces circuits sont insérés. Autrement dit, pour téléphoner, il suffit de toucher son t-shirt, comme on le fait avec son iPad. Ça permet d'avoir les deux mains libres. Moi aussi, ça me plairait de pouvoir téléphoner avec mon col de veste. Merci pour cet entretien, Anita. La mode du futur sera donc intelligente et sportive. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Nous allons bientôt tous ressembler à Max, qui a un corps d'athlète grâce à une tenue qui fait travailler ses muscles. Oui, tes muscles sont sollicités par des impulsions électriques et ton entraînement est nettement plus efficace. C'est dingue. Je pourrais le porter sous mon costume, comme ça je serais bientôt super musclé. Ça ne te ferait pas de mal à toi qui es en studio, franchement. C'est ça, merci. Je trouve ça sympa d'imaginer que tout en animant cette émission, je recevrais en permanence des impulsions électriques.
C'est clair. Les nouvelles technologies vont changer notre façon de nous habiller et bien sûr, la mode du futur sera créée par des stylistes d'avant-garde. Voilà un métier qui fait toujours rêver beaucoup de gens, même si très peu parviennent à s'imposer dans ce milieu ultra compétitif. La jeune femme que nous allons vous présenter a déjà le nom qu'il faut, Noémie Burin-Desrosiers. En plus, elle fait ses études dans l'une des écoles de stylisme les plus cotées au monde, et ce, à Paris, la ville de la mode. Si avec ça elle ne réussit pas, je me mets à m'entraîner tous les jours avec la fameuse veste électrique. Bonjour, bienvenue dans mon école. Je m'appelle Noémie Burin-Desrosiers, j'ai 24 ans et j'étudie à la chambre syndicale. Ce que j'aime, c'est qu'on part vraiment de rien. On part vraiment comme je disais, d'une toile vierge. Et en fait, bon, je vais pas abîmer son travail, mais c'est agréable parce qu'on fait glisser le tissu entre nos doigts et on peut trouver des volumes très très rapidement. Enfin, je veux dire, c'est comme une page blanche en fait. Tout est possible. J'ai toujours adoré les couleurs et les tissus depuis que je suis toute petite. J'adore ça. D'abord, j'ai fait une école d'art et j'ai vraiment réalisé en fait que c'est dans le stylisme que je voulais travailler. Et c'est vrai que j'adore les matières, j'adore le travail, le détail, la broderie. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, c'est vraiment le labyrinthe. Surtout pas se perdre. Alors ici, on vient puiser nos inspirations tissus. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba ici. On trouve vraiment de tout. Le fait que ce soit pas ordonné, que ce soit mis comme ça en tas, c'est encore plus excitant parce qu'il faut chercher la peau la plus belle. Là, je suis sur un projet, le projet Flou. On réalise une panoplie, en fait, un look entier. Et donc là, je suis en plein projet, je suis en train de faire ma robe. Donc je vais avoir un essayage, je vais pouvoir essayer sur le mannequin vivant. Cette robe-là, pour tout dire, je l'ai confectionnée en 2 nuits. Beaucoup de nuits blanches. Mais voilà, j'aime mon travail, donc il faut être extrêmement motivé. Je commence les cours à 9h du matin, je finis à 18h. Et lorsque je rentre chez moi, j'ai très peu de temps de pause parce qu'il faut aussi se remettre au travail. Parce que j'arrive pas, je suis tellement excitée par le travail. J'ai tout le temps envie de continuer, j'arrive pas à m'arrêter et en même temps... Parfois, ça fait du bien de couper aussi un peu le fil. C'est comme un rêve, finalement, de pouvoir réaliser des vêtements qui, finalement, à la fin, seront comme, pas une œuvre d'art, mais pour moi, c'est presque une œuvre d'art. Ensuite, j'aimerais avoir une expérience dans le luxe, mais j'aimerais faire des vêtements pour mes amis. J'aimerais habiller mes amis, habiller les filles de mon âge. Et que le luxe, finalement, enfin le luxe, proprement dit, soit accessible à tous, finalement. Alors il faut très vite devenir son ami, ou du moins espérer être dans ses petits papiers. À quoi ressemblera la mode du futur? Qu'allons-nous porter, disons, dans 30 ans? La Europinion. Dans 30 ans, nous serons tous habillés comme à la Renaissance, avec de longues jupes et de très grandes coiffes. Je pense que nous nous dirigeons vers une mode durable, c'est évident. Mais nous renouons malgré tout avec le passé. Ma mère dit souvent que je porte des vêtements qu'elle a elle-même portés étant jeune et qu'elle a jetés. Donc je crois que c'est un éternel retour en arrière.
Je pense que les vêtements vont devenir très techniques et nous offrir des services. Par exemple, prévenir certaines maladies, délivrer des informations, fournir un suivi médical, etc. Et quel avenir pour les mannequins? Minces, toujours plus minces. Je ne parle pas de leur silhouette, mais de leur chance de décrocher un job, car la concurrence est de plus en plus rude. Dans l'une de ses campagnes, Louis Vuitton a recours à un avatar pour présenter ses sacs. Dernièrement, Michael Michalski a utilisé des figurines fabriquées avec une imprimante 3D qu'il a habillées de tenues très chic. Là encore, on voit que la technologie occupe une place toujours plus grande dans l'industrie du vêtement. Donc la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui n'en a plus pour longtemps. Voici en quelques chiffres la vérité toute nue. Oh non, pardon. À titre exceptionnel, aujourd'hui, nous l'avons habillée. Le plus vieux vêtement de tous les temps est une jupe, ou plus exactement un pagne, fabriqué avec des peaux d'animaux. Au Moyen-Âge, on montre sa position sociale à travers sa tenue vestimentaire. Plus l'habit est somptueux, plus le rang est élevé. La mode individuelle n'apparaît qu'au XVIIe siècle, et ce, grâce à Louis XIV, qui est alors une référence en matière de style. 2 siècles plus tard, la France voit naître la haute couture, un art du luxe et du raffinement. La styliste la plus célèbre est Coco Chanel. À l'époque, sa grande rivale est l'italienne Elsa Schiaparelli, presque oubliée aujourd'hui. Elle collaborait étroitement avec des artistes comme Salvador Dali et a créé de véritables chefs-d'œuvre, tels que le chapeau-chaussure. Dans les années 50, Pierre Cardin invente un nouveau concept de vêtements à prix abordable, le prêt-à-porter. Cela donne naissance à des classiques comme le jean, le t-shirt ou la mini-jupe. Depuis les années 90, il existe un nouveau mouvement, la fast fashion, promue par les grandes chaînes de magasins. On ne vend plus 4 à 6 collections par an, mais 12, voire plus. Rien qu'en Allemagne, chaque habitant achète en moyenne 27 kilos de vêtements neufs chaque année. C'est fou, autant de fringues. Un t-shirt comme celui-ci est porté en moyenne 1,7 fois avant de finir à la poubelle. C'est sûr, ça ne coûte que quelques euros. Parce que tous ces vêtements bon marché viennent de Chine ou comme ici du Bangladesh et sont fabriqués dans des ateliers de misère. Sur un espace réduit au minimum et dans les pires conditions de travail qui soient, des êtres humains se transforment en machines à coudre pour que nous puissions jeter notre t-shirt en toute insouciance après l'avoir porté 1,7 fois. Beaucoup de gens refusent cet état de fait et militent en faveur d'une mode durable, basée notamment sur le recyclage et l'upcycling. C'est tellement facile d'acheter des tissus pour fabriquer une belle robe plutôt que d'utiliser des déchets. Quand on achète un t-shirt vraiment bon marché, disons 2 euros, on n'a aucun scrupule à le jeter. Personnellement, je pense que nos vêtements doivent être bien plus chers. Red House, une styliste estonienne de 41 ans, se bat contre la société du jetable, avec un concept inédit dans l'univers de la mode, l'upcycling. Son travail commence ici, à Tallinn. Depuis des années, elle y dessine des vêtements avec des rebuts, des tissus que plus personne dans la mode ne veut voir ni porter. Je crois que c'était pendant mon année de master. J'ai vu de très près comment l'industrie de la mode fonctionnait. Et il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Du coup, je me suis mise à observer tout ce qui n'allait pas. J'ai essayé d'analyser les problèmes. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un coin, tout au fond, dans le noir, auquel personne ne prêtait attention. Le coin poubelle. Comme ici, au Bangladesh, l'arrière-cour de l'industrie de la mode. Des milliers de tonnes de tissus atterrissent dans les poubelles du pays. Et c'est justement là que Red House vient se servir. Quand je commence une nouvelle collection, je ne me focalise pas sur les belles matières ou les idées intéressantes que j'ai en tête. Non, d'abord je regarde ce que nous avons, quel rebut il y a en stock. Je commence toujours par faire un état des lieux de ce qui est mis au rencard.
Je dirais que cette forme de stylisme est nettement plus créative. On doit prendre en compte énormément de paramètres. Il faut trouver des solutions intelligentes pour créer de beaux vêtements que les gens auront vraiment envie d'acheter. En Estonie, les créations de Red House comptent de nombreux aficionados, parmi lesquels l'ambassadrice de Finlande, Kirsti Naarinen. À la prochaine réception du président estonien, elle portera une robe de soirée dessinée par Red House et fabriquée bien entendu avec des rebuts. Dernier essayage, dernière retouche. Comment l'élite politique va-t-elle réagir en voyant cette robe upcyclée? Certaines personnes trouveront sûrement ça bizarre. Mais j'espère que la majorité se dira « Ouais, super, je veux la même la prochaine fois ». Red House se trouve maintenant à l'Ethical Fashion Show de Berlin. Un défilé de mode qui sert avant tout à se donner bonne conscience. Depuis des années, l'Estonienne y présente ses collections. Si au début elle était isolée, aujourd'hui de plus en plus de marques suivent son exemple. Désormais, il y a beaucoup de grands fabricants qui produisent des vêtements durables, pas seulement dans la mode. Un grand nombre de groupes textiles font de réels efforts pour se convertir au développement durable. Dans 5 ans, ce sera devenu complètement normal. Ça ira de soi. Mais que fera Red House quand il n'y aura plus de restes de tissu? Si un jour on en arrive vraiment au stade où il n'y a plus de rebuts, je me lancerai sans doute dans l'agriculture. Sérieusement, je ne plaisante pas. Je créerai peut-être des vêtements comestibles. Ça donnerait à l'expression « tu es belle à croquer » une toute nouvelle signification. En attendant, nous allons tous continuer bien sagement à porter des vêtements fonctionnels. Même en ville, dès qu'il tombe quelques gouttes, beaucoup enfilent une tenue respirante spécialement conçue pour l'extérieur et qui permet de gravir l'Himalaya. Il vaut mieux être trop équipé que pas assez. Non seulement cette tendance est absurde, mais elle laisse croire que c'est bon pour l'environnement, ce qui est complètement faux. Une récente étude menée par Greenpeace révèle que sur 40 articles spécial plein air, 4 seulement ne sont pas nocifs pour la nature. Manfred Santen est chimiste, travaille chez Greenpeace et ne supporte pas ces spots publicitaires dans lesquels la nature paraît si belle et l'homme moderne si actif. Bien sûr, il a besoin de vêtements d'extérieur performants. C'est du moins ce qu'on tente de lui faire croire. Les équipements doivent forcément être hydrofuges et résister à des températures de moins 50 degrés. Le problème est que la nature se porterait beaucoup mieux sans les vêtements techniques des citadins hyperactifs et amateurs de grand air. Ils prétendent aider les consommateurs que nous sommes à découvrir et à explorer une nature intacte et appellent à protéger l'environnement. Mais ils font exactement le contraire, en utilisant des substances chimiques pour fabriquer leurs articles. Le problème des vêtements techniques a un nom, les perfluorocarbones, ou PFC. En laboratoire, il a été démontré que presque tous les fabricants en utilisaient, notamment pour rendre leurs produits étanches. Seulement, les PFC ne sont pas des éléments naturels. Ils sont produits par l'homme et pourraient être cancérigènes ou réduire la fécondité. C'est un problème mondial. Au début de l'été 2015, Greenpeace est allé dans les coins les plus reculés de la planète. Huit équipes ont prélevé des échantillons d'eau et de neige sur des vêtements sans PFC. Greenpeace pense qu'avec le vent, les minuscules particules de PFC, ici représentées en rouge, envahissent pratiquement la Terre entière. Or, bon nombre d'entre elles proviennent des vêtements techniques. Manfred Santen a réalisé des prélèvements au bord des lacs de Makun, en Suisse. En voyant cette nature spectaculaire, il a d'abord douté qu'il trouverait ici des PFC.
Je n'arrive toujours pas à croire que j'en ai trouvé ici. Mais c'est la vérité. Dans toutes les régions que nous avons explorées, nous avons décelé des carbures d'hydrogène fluoré. Pourtant, on peut parfaitement produire des vêtements d'extérieur sans PFC, comme le prouve la société PIUA, basée à Kiel. Toute sa collection est fabriquée sans PFC, un cas unique dans l'industrie allemande. Au début, l'équipe dirigée par Timo Perschke suscitait le scepticisme. L'entreprise était vraiment assise entre deux chaises. D'un côté, on disait « c'est peut-être écolo, mais ce n'est pas sûrement aussi étanche ni aussi résistant que d'autres matériaux ». Et de l'autre, les écolos disaient « ce sont des matières synthétiques et les matières synthétiques n'ont rien d'écologique ». Nous avons donc tenté de nager entre deux eaux. Manifestement, ces résistances ne font que renforcer la motivation de la petite équipe de PIUA. Depuis 8 ans, ils bataillent contre les concurrents qui annoncent sans cesse la mort imminente de leur entreprise. Pourtant, PIUA a convaincu depuis longtemps de nombreux professionnels que les vêtements techniques sans PFC étaient bien étanches et résistants. Nous équipons des guides de montagne, nous travaillons avec des écoles de ski. Il arrive que les moniteurs partent en montagne dans des conditions météo extrêmes. C'est leur tenue de travail. Ils passent parfois 100 jours en montagne, qu'il fasse beau ou mauvais. Ils utilisent même nos vêtements pour l'après-ski. Et nous n'avons jamais eu de plainte. À ceux qui veulent simplement se balader au bord d'un étang, Greenpeace conseille de ne pas acheter une parka conçue pour escalader le mont Everest. D'ailleurs, les grands fabricants de vêtements d'extérieur vont peut-être bientôt pouvoir renoncer de leur plein gré au PFC. Ils commencent à évoluer. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien, mais ils ont beaucoup de mal, pour la simple et bonne raison que tout changement engendre un coût supplémentaire. On prévoit ou on espère que d'ici fin 2018, ils puissent tous se passer de PFC. En attendant, les industriels continuent à jouer les défenseurs de la nature, alors qu'ils polluent l'air de particules nocives. Si on ignore quels vêtements on portera plus tard, on sait où et comment ils seront fabriqués. Clairement, les ateliers de misère asiatique et les tissus remplis de produits chimiques ne peuvent pas être l'avenir. Une alternative, relocaliser la production en Europe. Par exemple, fabriquer des baskets en Espagne. Quel est le point commun entre des baskets, un masque à gaz et un dinosaure? L'équipe de la start-up Muroex a la réponse. Roman Lorenzo en fait partie. Il y a quelques années, il a révolutionné l'industrie de la chaussure. Nous sommes partis de rien. Nous avons lancé le projet avec des gens qui ne connaissaient rien aux chaussures ni à la mode. Des biomécaniciens, des architectes, des graphistes. C'était du jamais vu dans l'industrie de la chaussure. Ces analphabètes de la mode ont pris leur temps pour créer la chaussure parfaite, et ce, alors que l'Espagne était en plein marasme. 2011, crise économique. Des milliers de personnes descendent dans la rue, surtout de jeunes chômeurs. Ils occupent la place Puerta del Sol, au cœur de Madrid. Roman a vécu tout cela de près, mais pour lui, la crise n'était pas un obstacle, au contraire. La crise nous a obligés à faire preuve de créativité, à expérimenter de nouvelles choses et à les améliorer ensuite. C'est vrai que la conjoncture est mauvaise et que les budgets ont été réduits, mais ça nous a donné des ailes. Nous avons surmonté les difficultés en étant créatifs et en travaillant dur. Il y a toujours une solution pour s'en sortir. Roman et les autres misent sur les sneakers, les chaussures de sport, marqueur social des temps modernes. Dans le monde entier, des fans font la queue pendant des jours pour se procurer les modèles convoités. Mais comment toucher cette cible? Comment capter l'attention de hipsters trentenaires? Roman a lancé une campagne en ligne qui montre une planète sans vie après une guerre atomique. Il ne reste que des chaussures. D'où les noms des modèles. Extinction, érosion ou encore atome. C'est bizarre mais ça marche. Et c'est fabriqué en Espagne.
Dans cette usine, Roman a eu la possibilité de produire à bas coût, car le travail à temps partiel s'est généralisé durant la crise. Il a donc choisi l'Espagne plutôt que l'Asie. Il n'en veille pas moins à la qualité des produits. Le matériau à base de caoutchouc recyclé est respirant, étanche et résistant aux éraflures. La semelle est orthopédique. Notre modèle est sobre et ne comporte qu'une seule couture. Nous avons constaté que même si on se trouve toujours dans une situation économique difficile, on peut inventer des produits simples, sans rogner sur la qualité. À présent, Roman veut conquérir les États-Unis, le pays des sneakers. Et même une guerre atomique ne pourra pas l'arrêter dans son élan. Voilà, on a réussi à faire toute une émission sur la mode sans une seule faute de goût. Mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la perfection. Alors dites-nous, quel est votre pire faux pas en matière de style? On se doit évidemment de vous donner l'exemple. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous voyez à l'écran les fautes de goût de notre équipe. Encore heureux que moi, j'ai toujours le style. Bon, il est temps de se quitter. Allez, salut! Et c'est la beauté intérieure qui compte. Ehrlich?